Bonjour ou rebonjour si vous avez déjà suivi la première partie de la correction de ce DM partiel que j'ai donné aux étudiants du cours de relativité générale que vous retrouverez également sur cette même playlist. Donc dans la première vidéo, j'ai corrigé le premier exercice et puis j'ai dû m'interrompre. Donc je reprends ici avec l'exercice 2 qui traite du plan euclidien en coordonnées polaires. Alors allons-y, on s'intéresse à la variété différentielle de dimension 2 R2 O alors O standard, donc on prend la topologie standard dans le plan R2. Et puis un atlas c'est infini. Alors en fait, il n'y a qu'une seule façon de le faire, mais disons, il pourrait, dans d'autres types de variétés, il pourrait y avoir plusieurs structures différentielles. Donc en tout cas, c'est la structure différentielle standard, où OST est la topologie standard, et l'atlas C infini contient la carte identité dans toute la variété. Hein. Donc il y a évidemment une carte évidente dans R2, qui est la carte X, qui au point de coordonnées donc de R2 dans R2, parce que cette variété différentielle est de dimension 2, donc les cartes sont des cartes d'un ouvert dans R2, mais dans R2 en tant que espace de coordonnées. Donc c'est important ici, c'est un des intérêts de cet exercice, de bien faire la distinction entre le monde et sa représentation dans une carte. Donc d'ailleurs, l'exercice 3 traitera de la sphère ronde. Donc je prends par exemple, je vais prendre une sphère par ronde. Voilà, voilà un objet, un espace, un ensemble de points. Donc je considère la surface d'une patate comme ça. Et donc il y a l'objet en lui-même, et puis il y a sa représentation à travers des cartes. Je peux faire une cartographie de cet objet, comme on fait une cartographie de la surface de la Terre, et donc je prends un ouvert de cet objet, alors je peux prendre différents types d'ouverts, et j'associe par une carte, donc par une application d'un certain ouvert là dans un ouvert de R2, j'associe des coordonnées aux différents points. Et il faut distinguer le point dans l'espace, d'accord, le point de l'espace, quel qu'il soit, et les coordonnées qu'on lui donne. Et de fait, le même point, on peut donner au même point différents types de coordonnées, avec d'autres cartes. Et quand vous tournez les pages d'un atlas, vous allez voir Paris apparaître sur plusieurs pages, et il y aura d'autres coordonnées dans la nouvelle carte, etc. Donc, alors, là où on est un peu piégé par nos habitudes et notre paresse intellectuelle peut-être, c'est que on a une assimilation complète, presque, qui est devenue presque intuitive ou naturelle, entre le plan, un plan euclidien, au sens de la géométrie d'Euclide, le plan qu'avaient en tête les Grecs, si vous voulez, et R2, R2 étant simplement R croix R, d'accord, où R est l'ensemble des réels, et donc c'est l'ensemble des bipoints, enfin des points, l'ensemble des doublets de nombres, X et Y, X appartenant à R, Y appartenant à R, et ceci est un élément de l'espace en question. D'accord ? Donc l'espace que l'on considère, c'est R2 en tant qu'ensemble d'objets, ensemble qu'on appelle des points si on parle d'un espace, mais c'est un ensemble d'objets, c'est un ensemble d'éléments, si vous voulez, un ensemble d'éléments de cet ensemble. Donc R2, c'est cet ensemble-là, c'est l'ensemble des couples de points, des couples de nombres, pardon. De couples de nombres ordonnés, c'est-à-dire que le point 1, 2 n'est pas le même que le point... l'élément 1, 2 n'est pas le même que l'élément 2, 1. Donc ça, c'est R2. On peut lui donner une topologie, ce qu'on appelle la topologie standard. Vous vous rappelez, c'est la topologie qui est formée à partir des boules ouvertes où on définit la distance entre XY et... enfin, entre X1, Y1 et X2, Y2.
comme étant x2 moins x1 carré plus y2 moins y1 carré, racine de ça. Donc évidemment, ça fait penser à au théorème de Pythagore. Enfin, c'est le théorème de Pythagore si on parle donc si on assimile le plan euclidien justement à R2 de cette façon-là. Mais faites attention que ça, c'est un ensemble, on le munit d'une topologie, on le munit d'une structure différentielle, c'est-à-dire en prenant dans la carte, dans l'atlas ici, on fait une carte particulière, qui est la carte identité, qui, enfin on le note identité, mais ceci, évidemment, ça a l'air d'être le même espace, mais c'est deux choses différentes. Ça, c'est l'ensemble dont on parle, et ça, c'est R2, c'est l'ensemble de coordonnées. Et donc, x, y, on lui associe deux coordonnées à ce point. Ceci est un point, c'est un doublet de nombre. Oui, c'est un point, c'est un élément, pas deux choses, c'est un point, un élément de R2. Et on lui associe deux nombres, deux coordonnées, x et y. Alors, on pourrait lui associer 2x et y sur 3. C'est une autre carte, d'accord? Mais effectivement, la carte identité est une carte très naturelle. Peut-être trop naturelle, puisqu'on finit par confondre les coordonnées du point avec le point lui-même. Alors, et effectivement, c'est une source de difficulté constante. Et sachez que Einstein a mis beaucoup de temps, paraît-il, et je crois que c'est bien documenté, et de son propre aveu d'ailleurs, à saisir la différence, enfin, à bien saisir la différence entre le point dont on parle et ses coordonnées. Et c'est vrai que quand on travaille dans le plan euclidien en coordonnées cartésiennes, c'est difficile de ne pas voir que ça, c'est pas la même chose que ça. Parce que de fait, c'est le même espace, c'est les mêmes... Donc on a l'impression que c'est la même chose. Oui, mais non, ça désigne un point, qui est ce qu'il est, il ne change pas, c'est ce point-là. Et ce point-là, on peut le représenter dans une certaine carte, par exemple la carte identité. On est d'accord qu'elle est naturelle, cette carte. Mais c'est une carte parmi plein d'autres. Et en particulier, on peut le représenter aussi, ce point-là, enfin cet élément de cet ensemble-là, on peut le représenter par des coordonnées dites polaires, R et θ, donc vous savez comment elles sont définies, d'accord? Si je représente justement cet objet-là dans un plan, en traçant des axes, les fameuses... donc ça c'est l'apport de Descartes, hein, d'algébriser la géométrie en donnant justement des coordonnées et en voyant que tout ce qu'on peut dire sur les points en tant qu'objet géométrique, on peut le traduire en relation, donc toutes les relations entre points, entre figures, etc., géométriques, on peut les traduire en relation entre objets algébriques, des nombres, dès lors qu'on choisit une origine et deux axes comme ça, on peut traduire chaque point, enfin, on peut associer à chaque point deux coordonnées. Mais les deux coordonnées, c'est pas le point, c'est les deux coordonnées du point. Et si on change la façon, si on change le code avec lequel on repère les points, par exemple, je pourrais choisir un x', y' comme ça, avec une origine ailleurs, et puis des axes, d'ailleurs, vous voyez, ils ne sont pas orthogonaux, mais très bien, je ne suis pas obligé d'avoir des axes orthogonaux, je peux représenter les points du plan en tant qu'objet géométrique, de mille façons, enfin d'une infinité continue de façons différentes. Il faut juste, comme c'est un espace de dimension 2, une variété de dimension 2 en l'occurrence, j'ai besoin de deux coordonnées pour les représenter. Donc ça, c'est ce R2, c'est le R2 des coordonnées. Ça, ce R2, c'est le R2 de l'espace. C'est l'espace dont on parle. D'accord ? Donc, parmi toutes les cartes, l'infinité continue de cartes possibles pour repérer les points dans cet espace, il y en a une assez évidente qui, au point XY, associe les deux coordonnées X et Y dans le même ordre. Ok, ça pourrait être dans l'ordre inverse d'ailleurs. Hein. Vous voyez, enfin vraiment, la carte n'est pas le territoire, c'est toujours la même chose, mais c'est vraiment très important. Et donc, parmi toutes ces façons, il y a la façon qui consiste à prendre une origine aussi, et puis un point, on le repère par... donc on fixe une origine et une direction quelconque, et puis on repère le point par la distance à l'origine, et l'angle, donc R ici, et θ. Bon. Mais donc, l'espace dont on parle, c'est R2, qui n'est d'ailleurs même pas... Enfin, c'est pas fort... Enfin,
il n'y a pas besoin de se le représenter comme un plan géométrique au sens où on peut se déplacer dans le plan, etc. L'espace que l'on cartographie, c'est l'ensemble des doublets de nombres ordonnés, comme ça, qui certes est également en bijection, isomorphe avec le plan euclidien, avec la géométrie euclidienne habituelle dedans. Mais donc voilà l'objet qu'on cartographie, et on le cartographie donc avec la carte identité d'une part, qu'on appelle identité, elle est notée... non, je n'ai pas donné... Enfin, si, je l'ai appelée carte identité, mais elle n'a pas besoin d'avoir un symbole. Ah, si, après on a... Bon, bref. Et on s'intéresse également sur cette variété à la carte polaire, pôle, on appelle pôle comme polaire. Donc ça c'était... Oui, enfin, j'ai effacé la carte identité. Donc la carte identité va de R2 dans R2, le R2 de l'objet dont on parle, et le R2 de l'ensemble des coordonnées, qui a XY associe XY, super. Et puis il y a la carte pôle, également de R2 l'ensemble des doublets ordonnés de nombres, dans R2 l'espace de cartographie, qui donc au point XY, non pas au point 2 coordonnées XY, il n'y a pas ces coordonnées, au point XY en tant qu'élément de R2, l'espace dont on parle, à ce point-là, associe les coordonnées R, θ, où, bien évidemment, x égale, enfin bien évidemment parce que vous avez tous utilisé les coordonnées polaires, x égale R cos θ et y égale R sin θ. Et alors on fait ça, alors il faut que ce soit, pour que ce soit une bonne carte, il faut que ce soit une carte continue et inversible, et d'ailleurs différenciable, hein, puisqu'on a une structure différentielle. Donc la carte elle-même doit être, disons, différenciable, c'est-à-dire dans son passage de là à là. C'est-à-dire c'est la structure différentielle, il n'y a pas de notion de différenciabilité de l'espace lui-même. C'est les cartes qu'on utilise, les cartes qu'on sélectionne pour fabriquer la variété, qui peuvent ou non avoir des fonctions de changement de carte, passer d'une carte à une autre, qui soient ou non différenciables. Et donc, ce qui doit être différenciable, ce n'est pas le passage de là à là, ça ne veut rien dire. Ici, la structure différentielle est donnée par les cartes. C'est le passage de là à là, le passage inverse de là à là. C'est ça qui doit être différenciable. Alors évidemment, comme dans ce cas particulier, ça et ça a l'air d'être la même chose, en tant que fonction des nombres x, y, oui, ça voudra dire que ça aussi, ce sera différenciable. Mais en toute rigueur, cet objet-là se voit doté d'une structure différentielle, enfin cet objet-là, celui-là, se voit doté d'une structure différentielle par la différenciabilité des fonctions ici. Donc on a pôle rond identité moins 1 qui doit être C infini, et identité rond pôle moins 1 qui est C infini. C'est ça, C infini de R2, mais de R2 de celui-là. Bon, tout ça vous paraît peut-être un peu trop formel, enfin uber formel, je ne sais pas comment dire, over formel, surformel, mais en fait c'est important de comprendre ça, et justement le fait que ça paraisse dans le cas de R2 vraiment enfoncer des portes ouvertes, c'est justement là qu'achoppe notre compréhension spontanée de l'espace-temps en tant que variété différentielle. C'est-à-dire qu'il faut vraiment comprendre que la carte, c'est quelque chose de différent de l'objet, de la variété dont on parle. Bon, donc si cet exercice vous permet, ou au moins cette correction vous permet de réfléchir à nouveau à ça et d'approfondir, je serai heureux. Je serai heureux, pardon. Oui, je serai, si je serai heureux. Très bien, ok, conditionnel. Mais futur aussi, je serai heureux. Les deux. Alors,
Oui, donc c'est ça que j'allais préciser. R, ici, on a R strictement positif et θ entre moins pi et pi. Donc ça, vous voyez que entre moins pi et pi... Voilà. Donc vous voyez qu'ici, comme ça, j'ai un ensemble ouvert. Donc cette carte ne couvre pas tout R2, la carte polaire. Très bien, c'est pas obligé. Une carte doit couvrir un certain ouvert et ne couvre pas tout R2. Pourquoi? Parce que vous voyez que le point 0, 0 n'est pas couvert. D'accord? Et d'ailleurs, en fait, toute la ligne euh, donc de moins pi à pi, oui, non, donc en fait, on a retiré toute la ligne, si vous avez le point 0, 0 ici, on a retiré toute la ligne qui correspond à l'axe X négatif, si vous voulez, dans cette carte d'identité. Hein. Parce que sinon, on n'a pas quelque chose de continu. Si vous passez ici, ce point-là va avoir les coordonnées certain R et plus pi, et ce point-là, un certain R et moins pi. Donc ce ne serait pas continu si on passait enfin, si on laissait ce point-là, on lui donne quoi comme valeur? Plus pi ou moins pi? Il ne peut pas avoir les deux, c'est une fonction qui doit être bijective, la carte. Et l'inverse doit être continu, et l'inverse doit être continu aussi. Et on doit avoir donc différenciabilité entre là et là. Et donc ce ne serait pas le cas. Donc on est obligé, vous voyez que la carte polaire ne couvre pas tout l'espace de départ. Mais très bien, une variété est définie... pour faire une variété, il y a besoin d'avoir des cartes qui les couvrent. Enfin, c'est l'union des cartes qui doit les couvrir. Donc, de toute façon, on a une carte qui couvre tout, en l'occurrence. Donc, il n'y a pas de souci, en l'occurrence. Mais dans la carte polaire, ok, elle ne couvre pas tout l'espace. Bon, très bien. Qu'à cela ne tienne. Évidemment, si on veut pas... on peut aussi prendre une autre carte polaire qui va retirer un autre bout, voilà, ce bout-là, et qui va faire... qui va prendre θ de 0 à pi, de 0 à 2 pi. Why not? C'est une autre possible. Bon, on a choisi celle-là, très bien. Notez que l'autre aussi ne va pas couvrir le 0, 0. Hein. Mais bon, pour le 0, 0, vous pouvez aussi prendre l'origine ici, puis ça y est, et puis vous retirez ça, et puis il est couvert aussi. Bref, vous pouvez, c'est le principe d'une variété, vous pouvez couvrir la variété par un ensemble de cartes, dès lors que dans les zones où les cartes se recouvrent, il y a une bijection C infini entre les deux, vous avez votre variété différentielle C infini qui va bien. Bon, c'était une longue introduction, mais je crois utile, j'espère utile, ou peut-être non. J'espère qu'elle n'est pas utile parce que vous saviez déjà tout ça, mais j'ai des tout petits doutes. Ok, enfin vous le saviez, mais est-ce que vous l'aviez vraiment intégré? C'est là où j'ai peut-être des petits doutes. Alors, question 14. Bon, si stylo, c'est vraiment pas possible. Question 14. Yes. Soit un point P de R2 de coordonnées Rθ dans la carte polaire. Donc ça, c'est pas le point, c'est les coordonnées du point. Très bien. Déterminer la matrice de changement de base PIJ dans l'espace tangent TPR2. Alors, donc, on cherche la matrice de changement de base PIJ dans l'espace tangent. Donc ça, c'est le point P, en fait. Et puis, on a le plan tangent TPR2, la variété CR2, donc le TPM, c'est TPR2 ici, qui fait passer de la base, donc il y a la base identité, donc c'est la base associée à la carte identité. Donc cette base-là, c'est D sur DX et D sur DY, les deux vecteurs de base associés à la carte identité, dont la première fonction, si vous voulez, id1, c'est x, et id2, la deuxième composante de la carte identité, c'est y, dans les notations habituelles. Et donc ça, ce serait au point P, au point P. Le point P étant le point Rθ dans la carte. Donc il est désigné de façon unique. Dans la carte polaire, voilà ses coordonnées, ça désigne un point. Donc voilà la base de l'espace tangent en ce point-là, associé à la carte identité, très bien. Et on veut passer à la base de la carte polaire,
d sur dr au même point, bien sûr, hein, c'est les bases du même espace tangent TPM, d sur dr et d sur dθ, toujours au point P. Donc voilà ce qu'on veut faire. Ok, déterminer la matrice de changement de base. Bon, eh bien, donc c'est une matrice, enfin, c'est la matrice qui, si vous prenez ce vecteur, oui, si vous prenez ce vecteur, elle va faire celui-là, et si vous prenez ce vecteur, elle va faire celui-là. Ok, simplissime. Alors je dis simplissime, mais j'ai pas tout à fait fini de corriger les copies, mais j'en ai pas encore rencontré une seule, sauf erreur, non, je crois pas, qui a donné la bonne valeur. Si, une, qui a donné la bonne réponse. Ce que j'ai beaucoup vu, c'est les choses suivantes. C'est d sur dr égale, donc ce vecteur-là, je ne mets pas un 10p à chaque fois, mais c'est sous-entendu, au point P. d sur dr égale dx sur dr, d sur dx, plus dy sur dr, d sur dy. Ceci est vrai. Mais, et là en l'occurrence, alors je répète ici, que x c'est r cos θ et y c'est r sin θ. Et donc dx sur dr c'est cos θ, donc d sur dx. Et ici dy sur dr c'est sin θ d sur dy. Et là, ce que quasiment tout le monde a fait, c'est d'écrire donc. Ah, puis alors ensuite, donc d sur dθ égale. Alors pareil, hein, c'est dx sur dθ, d sur dx, plus dy sur dθ, d sur dy. Ceci est vrai. Et donc, évidemment, tout le monde sait dériver r cos θ par rapport à θ, donc ça fait moins r sin θ d sur dx plus r cos θ d sur dθ, rien à dire à ça non plus. Mais par contre, ce que quasiment tout le monde a déduit, c'est que la matrice de passage qui fait passer de dx, dy à dr dθ, cette matrice de passage-là, P, les gens ont écrit ça. Ils ont dit, ah bah alors du coup d sur dr c'est cos θ d sur dx plus sin θ d sur dy. Et puis d sur dθ c'est moins r sin θ d sur dx plus r cos θ d sur dy. Comme si effectivement si je mettais ici d sur dx et d sur dy, j'allais obtenir d sur dr et d sur dθ. Sauf que ça n'a aucun sens. Ça, c'est un vecteur. Ça, c'est un vecteur. Ce n'est pas une composante d'un vecteur. Ça aussi, ça, c'est un vecteur. C'est le vecteur d sur dr, le vecteur de base associé à la coordonnée r. Ce n'est pas la composante d'un vecteur. Si vous le mettez comme ça, c'est la composante d'un vecteur. Non. Le vecteur d sur dr, ok, le vecteur d sur dr, le voilà. D'accord ? Mais ce qu'on veut, c'est qu'il soit l'image de ce vecteur-là. Or, ce vecteur-là, ce n'est pas cette composante-là. Vous voyez que ça n'a pas de sens. Vous mettez en composante un vecteur. C'est-à-dire vous mettez E1, E2, et vous appliquez une matrice sur E1, E2 pour faire un E'1, E'2. Si je reprends les notations de l'exercice précédent. Vous avez écrit ça, ça n'a pas de sens, on est bien d'accord? Ça n'a aucun sens. Donc, ce que vous voulez, c'est que la matrice P, appliquée au vecteur D sur... si vous voulez, ça c'est le vecteur E1 de la base identité, puis ça c'est le vecteur E2 de la base identité, ça c'est le vecteur E1 de la base polaire, etc. Ce vecteur, donc si on l'écrit dans la base de départ, dans la base identité, le vecteur E1 identité, le D sur dx,
c'est le vecteur 1, 0. C'est ça le vecteur. Et ce que vous voulez, c'est que la matrice appliquée à ce vecteur, le premier vecteur de la base, 1, 0, ce vecteur, vous voulez qu'il donne le vecteur qui, dans la même base, s'écrit dx sur dr sur la première et dy sur dr sur la deuxième. Vous voulez qu'il donne ce vecteur-là. Donc la matrice appliquée à 1, 0 donne ça. Et donc il faut quoi pour qu'appliqué à 1, 0, ça donne ça? Oui, c'est ça. Bah, ce nombre-là, cette première composante, ça va être ça fois ça. Donc ici, il doit y avoir des x sur des r. Et la deuxième composante, ça va être ça fois ça. Donc ici, il doit y avoir des y sur des r. C'est ça que vous voulez. Et ensuite, vous voulez que, appliqué au deuxième vecteur de base, 0, 1, c'est-à-dire le vecteur d sur dy, vous voulez que cette matrice appliquée à ça donne dx sur dθ, pardon, oui, c'est l'inverse, dx sur dθ et dy sur dθ. Les composantes du nouveau vecteur dans l'ancienne base. Et donc ici, dx sur dθ et dy sur dθ. Et vous voyez que ça, c'est un nombre, c'est pas un vecteur, c'est un nombre, c'est la composante, et ça aussi, c'est un nombre. Et donc voilà la matrice qu'on cherche, c'est ça la matrice de passage. Donc c'est pas ça, c'est ça, et alors en fait, il se trouve que c'est la transposée de celle-là, hein, si vous regardez. Donc si on l'écrit, je vais écrire là. Donc dx sur, enfin oui, donc ça fait cos θ dx sur dr. Donc en fait, c'est toujours pareil, hein, l'image du premier vecteur, vous la mettez dans la première colonne, donc ça fait cos θ sin θ, et puis l'image du deuxième, dx sur dθ et dy sur dθ, vous la mettez dans la deuxième colonne, donc moins r sin θ et r cos θ. Donc voilà ce qu'était la bonne réponse, et si peut-être il y en a eu une copie avec ça, bon, c'est pas gravissime, mais vous voyez que, enfin, c'est toujours bien de faire attention proprement, vous voyez que ça n'a pas de sens d'écrire ici d sur dx, et ici d sur dy. Non, les composantes et les vecteurs, c'est évidemment pas la même chose. Donc le vecteur d sur dx, c'est le vecteur 1, 0, le vecteur d sur dy, c'est le vecteur 0, 1, dans la base d sur dx, d sur dy, évidemment. Ok, donc voici la matrice de passage, très bien. Bon, ça ne prêtait pas à conséquence parce que ensuite il y avait, enfin, on pouvait s'en sortir sans utiliser cette matrice en écrivant directement les relations algébriques, ce que tout le monde a fait. Donc, mais bon, voilà, en tout cas, telle est la matrice de passage. C'est utile si on travaille avec des tenseurs aussi de rang plus élevé, c'est bien d'avoir les matrices, de travailler avec les matrices. L'avantage aussi, c'est que la matrice en elle-même, c'est une application indépendante de ses coordonnées, enfin des coordonnées choisies. C'est-à-dire que, enfin évidemment, c'est la matrice qui fait passer d'une certaine base à une certaine base, mais vous pouvez écrire des relations, un vecteur égale une matrice fois un vecteur. C'est une application linéaire indépendante. On peut écrire la même matrice dans différentes bases, hein. Donc c'est toujours bien d'avoir l'objet abstrait de manière générale. Bien. Ok, donc ça c'était une chose, donc P, donc c'était l'exercice, pardon, la question 14, donc la première du deuxième exercice. La question suivante était calculer la matrice inverse. Donc la matrice inverse, vous savez tous calculer la matrice inverse, donc il n'y avait pas eu de souci. Alors du coup, vous avez obtenu la transposée de la vraie matrice inverse. Bon, ok. Donc là, vous voyez que le déterminant de cette matrice, c'est ça fois ça moins ça fois ça, donc ça fait r cos carré plus sin carré, donc ça fait r. Donc il va y avoir du 1 sur r, et puis donc vous prenez donc le cofacteur, donc r cos θ avec le sigma à un coup sur 2, donc ici moins sin θ, r sin θ, non pardon, oui non c'est ça, et puis on va vérifier tout de suite, et puis
et puis cos θ, c'est ça? Est-ce que ça marche ça? Donc si je divise par R, moins sin θ sur R, et puis ici... Non, pardon, qu'est-ce que j'avais 1 sur... Non, c'est là. Ah, je me suis perdu. J'ai effacé... qu'est-ce qu'il y avait? Donc, non, c'est ça. Oui, et c'est... Ah, excusez-moi. Comment j'ai fait ça? Ici, je prends le cofacteur. Donc, oui, donc c'est ça. Et moins sin... Oui, c'est ça, pardon. Bon, on va vérifier tout de suite. Donc, ça... Non, donc c'est pas ça. Ça fois ça, donc non. Oui, donc c'est là qui... Excusez-moi, je me suis perdu. Donc, cos carré, non. Ça y est, on va y arriver. Cos carré plus sin carré égale 1. Moins cos plus r cos, ok. Moins sin cos sur r plus sin cos sur r. Et sin carré plus cos carré. Ok, donc c'est bien, pardon pour le cafouillage. Hein, on trouve bien ça. Et pareil, égale P moins 1. Hein, P fois P moins 1, ça fait bien 1. Ça fois ça, ça fait bien 0. Ça fois ça, ça fait bien 0. Et ça fois ça, ça fait bien 1. Bon, ok. Donc voilà la matrice inverse, pardon. Donc du coup, ça, on sait... Alors, pourquoi j'ai fait calculer comme ça? C'était pour éviter d'avoir à calculer les dérivés, parce que là, de la même façon que ce qu'on a vu avant, ça finalement, donc ça c'était, on a vu, ah je l'ai effacé, mais ça c'était dx sur dr, dy sur dr, et dx sur dθ, dy sur dθ. De la même façon, la matrice inverse, évidemment, ça, c'est dr sur dx, dθ sur dx, et dr sur dy, dθ sur dy. D'accord? Donc, si vous partez du vecteur 1, 0 dans la base d sur dr, d sur dθ, ça vous donne le vecteur dr sur dx, d sur dr, plus dθ sur dx, d sur dθ. Donc c'est exactement la même procédure. Simplement, c'est plus facile de calculer, je trouve, pour moi en tout cas, c'est plus facile, même si j'ai un peu cafouillé là, c'est plus facile parce qu'une matrice de 2, c'est plus facile de calculer cette matrice inverse, pour moi en tout cas, que de calculer, par exemple, donc vous avez x égale r cos θ, y égale r sin θ, donc dθ sur dx, oui, enfin si ça se fait, mais par exemple si vous dites que tangente θ c'est y sur x, et donc θ c'est arc tangente de y sur x, donc je dis ça parce que il y en a qui se sont livrés à cet exercice-là. Donc θ, c'est arc tangente de y sur x. Et faites dθ sur dx avec ça. Bon, oui, elle est connue, la dérivée d'arc tangente. Mais moi, je ne la connais pas par cœur. Il faut que je réfléchisse un quart de seconde pour la retrouver. Tandis que c'est facile d'inverser une matrice. Bon, je dis ça en passant. Parce que ça peut servir, en particulier si vous faites un changement, par exemple, de coordonnées polaires, de coordonnées cartésiennes en coordonnées sphériques à 3 dimensions. Donc, écrire x, y, z en fonction de r, θ, phi, c'est trivial, d'accord, tout le monde connaît ça. L'inverse n'est pas si trivial, et les dérivés de l'inverse, enfin, ça devient vite compliqué, tandis que vous écrivez la matrice de passage dans le sens où c'est trivial, et puis vous l'inversez, mais une matrice 3-3, c'est pas compliqué à inverser, hein. Vous prenez le cofacteur, vous divisez par le déterminant, et le tour est joué. Hein.
Donc voilà, bon, je dis ça en passant, ça fait pas de mal. Donc voilà ce qu'il en est. Déterminer la matrice inverse, c'est fait. Ok, en déduire les composantes de VR et Vθ d'un vecteur V dans la base polaire si Vx et Vy sont ses composantes dans la base B-identité. Donc vous avez Vx, Vy, ça c'est les composantes du vecteur V. Je le mets avec une flèche ici, histoire de... et donc ça c'est dans la base d sur dx, d sur dy. Et ça c'est donc Vr, Vθ, le même vecteur bien sûr, mais dans une autre base, à d'autres coordonnées, et comment on passe de l'une à l'autre. Et donc l'idée c'est que vous passez, donc ce sont des composantes contravariantes, donc pour passer des coordonnées dans une base à une coordonnée enfin, de l'ancienne base à la nouvelle base, il faut utiliser la matrice inverse. C'est ça que veut dire contravariant. Les coordonnées covariantes varient comme les vecteurs de base et donc sont transformées par la même matrice. Et donc, toute cette idée a été complètement manquée par, je crois, vraiment la totalité des étudiants. Qu'à cela ne tienne, vous en êtes sortis en écrivant directement, en faisant des assimilations, mais l'esprit de l'exercice était plutôt d'utiliser les matrices de changement de base. Évidemment, quand c'est du 2-2, on s'en sort, on résout à vue le système de deux équations linéaires à deux inconnus, mais si vous aviez une matrice 4-4, comme on fait dans l'espace-temps, c'est bien de s'appuyer sur les matrices de passage pour passer les composantes d'un côté aux composantes de l'autre. Hein. L'idée, c'est toujours que... Enfin, l'idée, c'est que vous avez V, je sais pas, V'I dans la nouvelle base, qui va être la matrice de passage I, J, Vj. C'est vraiment, c'est ça, hein, l'idée. Alors, sauf que c'est des composantes contravariantes, donc c'est la matrice inverse qu'il faut utiliser là. Par contre, si vous avez une forme linéaire, oméga i, ça va être la matrice, elles sont covariantes en ce sens-là. Et ça, on l'a démontré en cours. Hein. C'était la première annexe sur la gemme multilinéaire. Donc tout le monde a... Bon, c'est vrai que vous étiez habitué à ce genre de choses. Je ne sais pas si vous avez... Pardon, le i est en bas ici. Je ne sais pas si vous avez suffisamment prêté attention à cet aspect-là des choses, mais qu'à cela ne tienne, donc les composantes covariantes varient comme les vecteurs de base, les composantes contravariantes prime ici. Si P, c'est la matrice de passage du pas prime au prime. D'accord. Donc ici, c'est la matrice de passage des cartésiennes au polaire. Donc si on veut passer des composantes contravariantes cartésiennes au polaire, il faut utiliser la matrice inverse. Eh bien, nous allons le faire de ce pas. On a donc VR qui vaut... Donc, l'idée, c'est qu'on utilise la matrice inverse et on met Vx, Vy. Hein, c'est vraiment, on fait les coordonnées du vecteur, on la passe dans les nouvelles, et donc ça fait cos θ Vx plus sin θ Vy, et Vθ égale moins sin θ sur R Vx plus cos θ sur R Vy. Voilà. Donc, c'était l'esprit de l'exercice. Évidemment, on peut s'en sortir autrement en écrivant que le vecteur V, c'est VR par définition d sur dr plus Vθ d sur dθ. Et puis, on remplace d sur dr par ce qu'il vaut. Donc, le d sur dr, voilà, c'est justement... Donc c'est dx sur dr fois d sur dx plus dy sur dr fois d sur dy. Et puis ça, c'est dx sur dθ, d sur dx
plus dy sur dθ, sur dθ d sur dy. Et puis, du coup, on regroupe les d sur dx, et ça donne les vx. Ah, bah, je l'ai fait à l'envers. Bon, ouais, bon, je l'ai fait à l'envers. J'ai fait le passage inverse. On va voir ce que ça donne. Donc, vous regroupez les d sur dx, et vous voyez que vous avez donc vx qui vaut vr fois dx sur dr, plus vθ, donc je mets en facteur le dx, plus vθ dx sur dθ, pardon pour l'écriture, mauvaise écriture ici, et donc dx sur dr, c'est cos θ, dx sur dθ, c'est moins r, moins r sin θ, et vous voyez que c'est exactement appliqué. Donc je l'ai fait à l'envers, hein, donc là c'est la matrice de passage, vous voyez bien, cos θ vr moins r sin θ vθ. Donc ça donne la même chose, et en fait, donc tout le monde l'a fait comme ça, mais vous voyez que ça revenait à refaire une deuxième fois la chose qu'on avait déjà fait d'avant. Donc c'était pas l'esprit de l'exercice, qu'à cela ne tienne. Juste profitez-en pour bien comprendre cette histoire covariant contre invariant. C'est vraiment lié aux matrices de passage. Et je l'avais aussi dit dans le cours, si vous multipliez les vecteurs de base par 2, les coordonnées des vecteurs de base vont être divisées par 2 pour donner le même vecteur, évidemment. D'accord ? Donc c'est pour ça que c'est contre-invariant, les coordonnées d'un vecteur. D'accord ? Si vous multipliez les vecteurs de base par 2, les coordonnées vont se retrouver divisées par 2. Sinon, si vous gardez les mêmes coordonnées, évidemment, vous avez un vecteur 2 fois plus grand, d'accord ? Et si vous les multipliez par 2, les coordonnées, vous allez avoir un vecteur 4 fois plus grand. Donc, les coordonnées du vecteur doivent être multipliées par la matrice inverse des vecteurs eux-mêmes, quand vous faites un changement de base. Donc, ok. Rentrez-vous ça... Mais vous voyez à quel point c'est naturel, en fait, quand on le voit comme ça. Mais bon. Ok. Déterminer la matrice, en déduire les composantes. Ok, donc vous avez tous obtenu les bonnes composantes, pas de la façon que j'attendais, mais ok, pas de problème. En déduire les composantes. Ok. Exemple 1, oui. Bon, alors là, il y avait des exemples. Bon, bah, une fois qu'on avait ça... Alors, ceci dit, c'est pas inintéressant quand même. Le but de ça, c'était... je vais peut-être les garder, on ne sait jamais, ces matrices. Donc il y avait un exemple, c'est qu'on cherchait dans la base B-Pol les coordonnées du vecteur de coordonnées 1, 0 dans la base identité. Enfin, dans la base B-identité. Donc, si on représente dans le plan, enfin j'assimile le plan voilà, enfin, aux coordonnées x, y, alors, oui, au point de coordonnées 2, 0. Donc, je me mets au point de coordonnées 2, 0 dans la base identité. Hein, donc, c'est le point de R2. C'est le doublet de nombre 2, 0. Je le représente dans la carte identité comme ce point-là. C'est effectivement, dans la carte identité, je prends le premier nombre et j'en fais la coordonnée x. Je prends le deuxième, j'en fais la coordonnée y. Donc, c'est ce point-là. Et c'est ce point-là représenté dans la carte. D'accord ? Donc, dans la carte, c'est ce point-là. Et dans l'espace vectoriel tangent en ce point-là, alors, comme R2 de la carte est un espace affine, je peux représenter ce vecteur ici comme une flèche, comme si c'était une flèche qui reliait deux vecteurs, mais on a beaucoup commenté ça, méfiez-vous beaucoup de ça, mais en tout cas, R2 est un espace affine en tant qu'espace de carte, donc je peux représenter effectivement les coordonnées de ce vecteur-là dans la base d'identité, c'est celui-là, donc 1, 0, et on demande, dans la carte polaire, quelles sont les coordonnées, dans la base associée à la carte polaire, quelles sont les coordonnées de ce vecteur en ce point-là.
eh bien les coordonnées de ce vecteur en ce point-là sont, on les a, les coordonnées. Donc on a Vx qui vaut 1 et Vy qui vaut 0. Donc les coordonnées, c'est cos θ moins sin θ sur R. D'accord? Mais que valent θ et R? On est au point de coordonnées 2, 0. Donc θ vaut 0 et R vaut 2. Donc θ vaut 0 et R vaut 2. Donc ici on a 1 et sin θ va 0. Donc dans la carte polaire, en fait, ce sont les mêmes coordonnées. Normal, non. Ah, non, 1. Ok. Ok, 1, 0. Bon, très bien. Ce sont les mêmes coordonnées, qu'à cela ne tienne. Deuxième exemple, question 18, exemple 2 et 3, toujours au même point. Ah non. Ah. Oui, non, c'est ça. Donc, toujours le même vecteur, mais cette fois au point de coordonnées 2, 0. Donc maintenant, on se met en ce point-là, et on a toujours le même vecteur. Donc c'est toujours ce vecteur-là, le même vecteur dans la carte. C'est-à-dire le vecteur qui a les mêmes coordonnées dans la base identité, associée à la carte identité. Et donc, alors maintenant, ici, on a θ qui vaut pi sur 2, et on a R qui vaut toujours 2. Donc ici, ça donne cos de pi sur 2, ça fait 0. Et ici, on a, moins 1,5. Donc le vecteur, le même vecteur, dans le vecteur de même coordonnée. Et vous voyez que, je l'ai dit, mais je ne peux pas dire le même vecteur, puisque je ne suis pas au même point. Il est impossible de comparer deux vecteurs en des points différents. Les espaces tangents sont des lieux différents. Enfin, sont des espaces différents. Mais le vecteur qui a les mêmes coordonnées, 1, 0, ici, et là, 1, 0, les mêmes coordonnées dans la base associée à la carte polaire, mais ce n'est pas la même base non plus, puisque c'est la base d'un autre espace vectoriel. Mais c'est la base associée à la même carte. Donc, le vecteur qui a pour coordonnée 1, 0 dans la base associée à la carte identité ici et là n'a pas les mêmes coordonnées dans la base polaire. Dans la base associée à la carte polaire, ici, ces coordonnées, c'est 1, 0, les mêmes que l'autre d'ailleurs, mais par hasard. Et ici, c'est 0, moins 1,5. Voilà. Et donc la troisième question, c'était cette fois... cette fois, la même chose, mais on se place au point 1, 1 ici. Au point 1, 1 dans la carte identité. Et donc, cette fois, donc on a θ qui vaut pi sur 4. Et on a R qui vaut racine de 2, en fait. Et donc, ça donne donc ici 1 sur racine de 2 pour le cos. Et puis ici... attendez. Oui, c'est ça. Donc 1 sur racine de 2, et puis là, moins 1,5. Moins 1 sur racine de 2 sur racine de 2. Oui, bon, voilà, ça donnait ça. Bon, peu importe. Le point clé, c'était de voir que deux vecteurs qui ont les mêmes... Enfin, c'est évident, mais quand même. Deux vecteurs qui ont les mêmes coordonnées dans une certaine carte, mais en des points différents, ne sont pas le même vecteur, ça ne veut rien dire. Mais deux vecteurs qui ont les mêmes coordonnées dans une certaine carte n'ont pas forcément les mêmes coordonnées dans une autre carte. D'où l'idée que si vous regardez, si vous voulez définir la dérivée d'un champ de vecteurs, c'est-à-dire voir comment un vecteur change d'un point à un autre, vous voyez bien que ça va dépendre de la carte. Dans la carte identité, le même vecteur n'a pas l'air d'être le même dans la carte polaire. Mais alors, il est vraiment le même ou il n'est pas vraiment le même? Qu'est-ce qui permet de décider qu'un vecteur varie ou ne varie pas
quand on se déplace un tout petit peu dans la variété. Eh bien, c'est précisément ça que fait la connexion. Elle exprime ce que c'est que la dérivée d'un vecteur dans la direction d'un autre vecteur. Bref. Et donc, vous voyez que, OK, les coefficients de la connexion dans la carte identité, qui est la carte euclidienne, si vous voulez, ces coefficients de la connexion sont nuls, et on se dit, oui, bah, c'est le plan euclidien, évidemment, il n'y a pas besoin de s'occuper des symboles gamma, des symboles de Christoffel, etc. Mais si, en fait, si on se met dans une autre carte, vous voyez bien qu'on ne va pas pouvoir dire que deux vecteurs sont identiques si leurs coordonnées sont identiques. Donc, les coefficients de Christoffel n'ont rien à voir avec disons, ne dépendent pas uniquement de la courbure ou non d'un espace, ici c'est un espace plat, mais dépendent des coordonnées qu'on choisit. Donc un espace plat, c'est un espace dans lequel il existe un système de coordonnées tel que les coefficients de Christoffel soient nuls partout. Ok, si vous voulez. Mais si vous changez de coordonnées, et sans faire des choses très complexes, vous passez en coordonnées polaires, ce qui est vraiment la moindre des choses. Si vous voulez faire un tout petit peu de physique proprement, comme dès qu'il y a des choses des mouvements circulaires, etc., vous allez forcément passer en coordonnées polaires. Et là, n'oubliez pas qu'il y a des coefficients de Christoffel. Alors, vous les avez toujours utilisés sans les nommer comme ça, mais c'est bien de revisiter tout ça de façon systématique, pour bien comprendre ce qui se passe dans un espace courbe. Ok, alors on en arrive au 19, à la question 19. Donc on munit la variété différentielle de la connexion dite euclidienne, nabla Euclide. Pour l'instant, on n'a pas parlé de connexion, on a juste une variété avec sa structure topologique et sa structure différentielle. Et donc là, on ne peut pas justement comparer les vecteurs, enfin on ne peut pas définir une dérivée de vecteurs, etc. Il n'y a pas de dérivée covariante. Pour avoir une dérivée covariante, vous vous souvenez, il faut rajouter une structure à la main, il faut rajouter un certain nabla. Alors là, ici, c'était R2, mais peu importe. C'est pas parce que c'est R2 que forcément on choisit la connexion euclidienne. On peut choisir des tas de connexions sur R2, d'accord ? Donc là, on dit on choisit la connexion euclidienne. Comment on la définit ? Encore faut-il la définir ? Eh bien, on la définit par ces coefficients, les coefficients de la connexion, donc les gamma, IJK, donc euclidiennes. On définit la connexion euclidienne comme étant la connexion telle que les coefficients de la dite connexion sont nuls dans la carte identité. Et si on change de carte, justement passer en polaire, on va voir que les coefficients de la connexion, ils sont plus nuls, évidemment. Mais donc ça définit une connexion associée à la carte identité. Alors là, en l'occurrence, la carte identité, elle couvre toute la variété. Donc il n'y a pas besoin de recoller par morceaux en s'assurant que le passage d'une carte à une autre est bien conforme aux fonctions aux règles de changement de carte pour les coefficients de connexion qu'on a établis en cours proprement, etc. Là, on a une carte qui couvre tout, donc c'est très facile de définir la connexion euclidienne. C'est celle telle que dans la carte identité, les gammas soient ça. Et maintenant, la question, c'est, OK, et dans la carte polaire, quels sont les gammas ? Eh bien, on va calculer. OK. Donc cette connexion définit le plan euclidien. Voilà. Donc maintenant, on peut parler du plan euclidien, parce que maintenant, on a une structure de connexion qui donne une forme, en fait, à ce plan. Alors, ce n'est pas encore peut-être le plan euclidien complet avec la... Enfin oui, si, c'est le plan euclidien. Après, si on veut mettre une notion de distance avec une valeur numérique en mètres, là, il faut mettre une métrique, et la métrique euclidienne, okay, qui dans cette carte-là, dans la carte identité, voilà la métrique euclidienne. Et cette connexion est la connexion de Levi-Civita associée à la métrique euclidienne, qui, encore une fois, dans la base D sur dx, D sur dy, ah pardon, j'ai fait 3 dimensions d'un seul coup, parce que c'est le même principe à 3 dimensions, voilà la métrique euclidienne du plan euclidien.
et ça donne bien la même connexion. Mais on peut définir la connexion indépendamment de la métrique. Voilà la connexion euclidienne. Ok. Bon, c'est bien, ça fait revoir un petit peu toutes les notions. Bah, c'était le but hein, de l'exercice, enfin du devoir. Alors, déterminer les coefficients de la connexion euclidienne dans la carte polaire en détaillant les calculs. Alors, l'idée, c'est d'utiliser ici, comme on a une expression extrêmement simple de la connexion euclidienne dans la base dans la base d'identité, l'idée, c'est d'utiliser justement, dans la carte identité, dans la base associée à la carte identité, l'idée, c'est justement d'utiliser les formules de changement de carte qu'on a établies en 2 lignes en cours. Donc, je vous rappelle ces formules-là. Donc, si vous avez gamma I, J, K polaire dans la nouvelle carte qui vaut... Alors, j'écris de façon générale. Donc, vous savez que les coefficients de la connexion ne sont pas des composantes d'un tenseur. Dans la transformation d'une carte à une autre, il y a... je vais l'écrire de façon générale. Y, dans la formule de transformation, il y a un terme qui est identique à ce qu'on aurait si c'était des coefficients d'un tenseur, et puis un terme en plus. Alors, si c'était un tenseur, si c'était les coefficients, les composantes d'un tenseur, qu'est-ce qu'on aurait ici, à partir de la carte X? Alors, vous vous souvenez comment on fait? On a donc un indice en haut, donc on met la nouvelle carte du côté de... Enfin, la nouvelle carte à l'endroit où il y a l'indice. Donc ici, pour l'indice I, on a ça, donc on a DYI... pardon. Ça va être justement, on va faire une somme. Donc sur D, donc je vais avoir un Y en haut et 2 Y en bas. Je vous montre au passage, enfin en tout cas c'est mon moyen mnémotechnique, après si vous en avez d'autres c'est très bien aussi. Hein. Donc j'ai un I en haut, pardon, X, Y, pardon, je le refais pour que vous voyez bien. Donc je vais avoir un D rond Y sur DX, parce que je passe de X à Y avec Y en haut. Je vais avoir un DX sur DY, parce que j'ai un Y en bas. Et j'ai DX sur DY, parce que j'ai un Y en bas, un deuxième Y en bas. Donc j'ai ça. Et là, sur les Y, je mets les valeurs I, J, K. Et puis là, je vais multiplier. Et donc là, je vais mettre. Alors, c'est d'autres variables. Je les appelais, je ne sais pas, ABC. Et donc, je vais avoir ici le gamma de la carte X. Le A doit aller avec un A en haut, le B avec un B en bas, et le C avec un C en bas. Donc voilà la première partie. Si c'était un tenseur de rang 1, 2, voilà comment ça se transformerait. Mais ce n'est pas un tenseur de rang 1, 2. Donc il y a un terme en plus. Alors ce terme en plus, vous en souvenez par cœur ou pas, c'est pareil, il y a un Y en haut et 2 Y en bas, mais là, c'est une dérivée seconde qui apparaît. Et donc, voilà, I, J, K, et puis, je sais pas, L, L. Voilà ce que ça donne. Voilà, bon, vous l'avez dans le cours, on l'a établi, c'est facile à établir, hein, on écrit vraiment la définition. Vous vous rappelez la définition de gamma IJK, c'est la composante IM du vecteur obtenu comme la dérivée covariante de D sur DXK. Alors c'est toujours le dernier qui est la dérivée. Bon. Quand il n'y a pas de torsion, c'est symétrique ici, donc peu importe. Mais en toute rigueur, en tout cas pour la convention que j'adopte dans le cours, c'est ça qu'on fait. D sur DXJ. Voilà.
Ça, c'est la définition, donc dans la carte X. Et puis vous faites pareil dans la carte Y, vous voyez comment on passe de dx à dy, enfin ça se fait, ça prend deux lignes et on obtient, pouf, ça. Ok, donc on voit ici que gamma, les coefficients de la connexion ne se transforment pas comme un tenseur, très bien. D'ailleurs, s'ils se transformaient comme un tenseur, s'il n'y avait pas ce terme-là, vous voyez que si gamma était nul dans une carte, il serait nul dans toutes les cartes. Alors, si ça c'est 0, c'est 0 dans toutes les cartes. Donc justement, ce n'est pas le cas, et en particulier, vous voyez que vous pouvez avoir des gammas qui sont nuls dans une certaine carte, ça va être notre cas ici, pour ici, la carte identité, hein, puisque par définition, on prend la connexion euclidienne telle que ça, c'est nul dans la carte identité, donc ça, ce sera nul pour nous, mais si vous faites un changement de variable, passer de x à y, d'une façon qui n'est pas linéaire, de telle sorte que la dérivée seconde n'est pas nulle, alors ça va faire apparaître des gammas ici. Et vous voyez à l'inverse que si vous faites un changement linéaire de coordonnées, alors ça sera nul, et donc les coefficients de la connexion vont rester nuls. Donc ça, c'est aussi quelque chose à bien avoir assimilé. Si vous avez des coefficients de la connexion qui sont nuls, vous faites un changement de variable linéaire, ça reste nul. Mais ici, vous passez de x, y à r, θ, c'est certainement pas linéaire. Cosinus, ce n'est pas une fonction linéaire de θ, d'accord? Donc voilà. Alors simplement, on connaît les coefficients dans la carte identité. Il va suffire pour obtenir donc, dans la carte polaire, donc gamma i, j, k polaire, ben, on va écrire, il faut juste calculer ce terme-là, les autres sont nuls. Et donc calculer ce terme-là, ça se fait. Donc alors, on a deux dimensions. Donc chaque i, j, k peut prendre deux valeurs, 0 ou 1 ou 2. En fait, on va les appeler r et θ tout simplement. Donc par exemple, si je veux calculer gamma, prenons un cas simple, gamma r, je ne sais pas, r, on va le faire de façon systématique. Allez, gamma r, r, r. C'est-à-dire, si vous voulez, je prends la première coordonnée pour les trois ici. Donc je vais avoir ici, je l'écris en toutes lettres, je ne vais pas tous les faire, c'est du calcul, une fois que vous en avez vu un ou deux, je vous donnerai le résultat, en l'occurrence c'est simplissime. Hein, mais... Donc la première coordonnée pour y, pour la nouvelle base, c'est donc dr, dérivé par, alors là je somme sur les deux coordonnées. Donc je prends la première x, d2x sur j et k, c'est à nouveau r et r, sur dr, dr, donc sur dr2 si vous voulez. Plus, donc ça j'ai sommé le premier L, plus le deuxième L, c'est-à-dire quand la deuxième coordonnée, donc quand on prend y maintenant, plus d, donc c'est toujours dr, toujours la première coordonnée ici, sur dy, d2y sur dr2, sur dr, dr si vous voulez. Voilà. Et ça, combien ça vaut? Bon, bah, en fait, x, c'est r cos θ, n'est-ce pas? Et donc, dx sur dr, ça fait cos θ, et des 2x sur dr2, ça fait 0, donc ça fait 0, pareil, y c'est r sin 1, hein, donc ça fait 0, et donc tout ça, ça fait 0. Voilà. Donc celui-là est nul. Ok, allez, un autre. Gamma de r, r θ, coordonnées polaires. Alors, c'est toujours R, dr sur, alors pareil, j'ai une somme ici, donc un coup sur R, un coup sur θ, donc sur X, un coup sur Y, dr sur dx, fois d2x, hein, le L, d2x sur, alors cette fois sur dr dθ, très bien, plus alors la dr sur la deuxième variable ici, le deuxième L, dr sur dy, d2y sur dr dθ égale quoi? Alors x, donc d2x, donc x c'est r cos θ, je vous rappelle, dx sur dr ça fait cos θ, d2x sur dr cos θ, donc ça, sur dθ, ça fait moins sin θ, ok? Et dr sur dx, j'ai effacé, dr sur dx, justement c'est pour ça que j'avais besoin de la matrice inverse,
dr, alors r, je vais le refaire comme ça à la volée, c'est racine de x2 plus y2, d'accord? Donc dr sur d, en l'occurrence c'est pas trop difficile, dr sur dx, ça fait 2x sur 2 racine de, donc ça fait x sur racine de ça fait x sur r, et donc ça fait r cos θ sur r, et donc ça fait cos θ. Donc ici on a cos θ. D'accord? Donc vous voyez, enfin, ça se calcule, mais quand on a déjà la matrice, la matrice inverse qui était justement, enfin, je ne sais plus si c'est l'inverse ou pas l'inverse, c'était la matrice inverse justement, avec dr sur dx, dr sur dy, etc. On a tous ces coefficients tout de suite et après on peut les utiliser. Voilà, et ici, dr sur dy, bah, ça va donner exactement pareil, mais avec sin θ. Oui, c'est ça. Et puis là, on va avoir cos θ, hein, puisque y sur dr, ça fait sin θ divisé par dθ cos θ, et hop, cos fois moins sin plus sin cos, ça fait 0 aussi. Bon, parfait. Une fois qu'on a ça, on est d'accord qu'il n'y a pas besoin de calculer l'autre. On sait qu'on a une connexion sans torsion. On a une connexion sans torsion, et donc ça va aussi être égal à 0. Il nous reste une chance pour R, c'est le gamma R θ θ, et donc c'est le gamma R θ θ, ça va être dr sur dx fois d de x sur dθ2 plus dr sur dy d de y sur dθ2. Vous faites le calcul et vous obtenez moins r, me semble-t-il, j'avais dû noter ça, voilà, c'est ça, vous obtenez moins r. Bon. Etc., etc. Vous voyez, c'est simple, il suffit de le faire, vous avez déjà toutes les dérivées à disposition, il y a juste à les remplacer, c'est simple. Donc, voilà, calculez les autres, là, après, donc vous faites après gamma, θ, rr, θ, rθ, θ qui est le même parce que c'est symétrique, et θ, et vous obtenez, donc je peux écrire la matrice, donc finalement la matrice gamma r ij, on vient de la calculer en polaire, c'est donc, il y a des zéros partout, sauf il y a un moins r ici, ok, on vient de le calculer, et puis gamma θ, enfin ij, c'est-à-dire i pouvant être r ou θ, toujours en polaire, on trouve 1 sur, voilà, donc 0, 1 sur r, 0. Voilà. Ok. Alors, j'en profite aussi pour un petit rappel, au passage, ça ne fait pas de mal. Je dis c'est symétrique, donc ça va être le dernier exercice d'ailleurs, une connexion sans torsion, à les coefficients symétriques. Comment on sait que la connexion est sans torsion ici? Les coefficients sont symétriques dans la carte identité, puisque c'est des zéros partout. Donc les matrices de connexion, des coefficients de la connexion, ces matrices-là pour les coefficients dans la carte identité, il n'y a que des zéros partout, donc c'est évidemment symétrique. Est-ce que ça implique que ce sera le cas dans toutes les cartes? Et la réponse est oui. Parce que, donc si c'est symétrique ici, en B et en C, alors cette partie-là ne change pas le caractère symétrique, de toute façon c'est un tenseur, donc un tenseur symétrique, et il est symétrique, il l'est dans toutes les cartes. Donc la partie qui se transforme comme un tenseur, si vous avez un tenseur symétrique, il reste symétrique puisque c'est le même tenseur. Mais vous le voyez aussi en disant que échanger B et C, c'est juste échanger ces deux choses-là. Donc évidemment, c'est commutatif, c'est juste le produit de deux nombres. Mais vous voyez aussi que ça reste symétrique ici, vous voyez, sur le JK, d'accord? Donc si ça c'est symétrique en BC, ça va être symétrique en JK de facto, mais vous voyez que ce sera symétrique en JK parce que la dérivée seconde de XL par rapport à XJ puis XK ou par rapport à XK puis XJ, d'après, enfin c'est Schwarz, etc., c'est la même chose. Hein. Donc effectivement, vous voyez que
si la connexion est symétrique dans une certaine carte, elle sera symétrique dans toutes les cartes, ce qui est intéressant. Et ce qu'on verra, c'est qu'en fait, tout ça est associé à la torsion. Et en fait, dire que les coefficients sont symétriques, c'est dire que la torsion est nulle. Et j'en profite aussi pour vous rappeler ou souligner quelque chose qu'on a déjà dit plusieurs fois, c'est que si vous avez une certaine connexion, ok, elle se transforme comme ça d'une carte à une autre, si vous avez une autre connexion, gamma tilde, elle va se transformer de la même façon par un changement de carte. Et donc vous voyez que si vous faites la différence de deux connexions, donc les connexions peuvent être différentes, hein, il y a la connexion euclidienne, une connexion comme vous voulez. Si vous faites ça moins ça, alors ça va se transformer en faisant tout ça moins tout ça. Ce terme-là va être le même qu'ici, puisqu'il n'y a pas de gamma qui intervient là. Donc ça moins ça fait évidemment 0. Et donc vous allez obtenir ce truc-là, facteur de ça moins ça. Donc vous allez avoir cette connexion, enfin la différence des deux connexions qui se transforme comme un tenseur. Et donc c'est un tenseur. On verra à la fin que c'est justement le tenseur de torsion. Enfin, disons, non, pardon. Pour le torsion, c'est la même connexion. Donc c'est elle-même en intervertissant JK. Voilà. Et si vous faites ça moins ça et ça moins ça, enfin du coup CB, si c'est sans torsion ici, c'est-à-dire si ça égale ça de sorte que ça moins ça soit égal à 0, eh bien ça moins ça sera aussi égal à 0 dans toutes les cartes, puisque c'est juste 0 fois n'importe quoi, ça fera 0. D'accord? Donc c'est pour ça que... Enfin, disons, c'est pas pour ça que la torsion est un vrai tenseur. C'est que la torsion est un tenseur et ses coefficients font justement apparaître cette différence-là. Oui, enfin, oui, et disons, c'est un cas particulier du fait que la différence de deux connexions est un tenseur. Bon, le temps file, je vais devoir m'arrêter, je vais quand même finir cet exercice. Alors, on en est où? Parce qu'en fait, je fais beaucoup trop de commentaires, j'en profite pour essayer de faire des révisions en quelque sorte. C'était un peu ce qui m'avait été demandé par quelques étudiants, donc j'en profite. N'oubliez pas de passer tout en vitesse x2 pour gagner du temps sur YouTube. Bon. Alors, rappelez la définition d'une... ok. Donc on a les coefficients de la connexion, je vais les laisser comme ça, dans la carte polaire. Ensuite, rappelez... Donc, question 20. Rappelez la définition d'une courbe autoparallèlement transportée, ainsi que les équations générales d'une telle courbe dans une carte quelconque d'une variété différentielle de dimension n avec connexion. Ok, donc rappel, une courbe parallèlement transportée. Bon, d'abord, qu'est-ce que c'est qu'une courbe? Donc vous êtes dans une certaine variété m, θ, a, avec une connexion. Vous ne pouvez pas parler de transport parallèle si vous n'avez pas de connexion, donc vous avez une certaine connexion. Et une courbe parallèlement transportée dans M, c'est une courbe, donc c'est un objet qui va de R dans la connexion, donc ça prend un certain paramètre, lambda, et ça vous fait un point. Alors de façon continue, au sens où si vous le projetez dans une carte, la composition de la carte par gamma est continue, donc gamma de lambda, ok. Et vous pouvez donc définir le vecteur tangent à la courbe gamma au point P. Donc ça bien se souvenir de la définition, c'est comme ça qu'on a introduit les vecteurs. Les vecteurs sont introduits non pas comme des vecteurs entre deux points, je le répète une dernière fois, comme on peut le faire dans un espace affine qui est un cas très particulier qui n'existe juste pas dans la nature. Les vecteurs sont définis directement comme des dérivés directionnels de courbes, donc à travers la vitesse à une courbe. Et on montre que c'est un espace vectoriel et que voilà, et dont on trouve une base associée à une carte particulière, c'est justement les d sur dxi
qu'on a introduit, etc., etc. Donc vous voyez, tout ça, c'est bien de se remémorer tout ça, voir comment tout ça se tient. Donc, vous avez la vitesse de la courbe, qui est donc un vecteur, donc ça appartient à TPM, hein, et c'est défini par son action sur une fonction f, c infini de m, enfin, une fonction c infini de m dans R, donc appartenant à c infini de R, définie donc comme, voilà, appliquée à la fonction f, hein, vous savez, c'est justement f rond gamma prime au point gamma de p. Enfin, disons, au paramètre à gamma moins 1 de p, en fait, tout simplement. Au lambda, tel que gamma de lambda soit p. Donc vous voyez ici un f rond gamma moins 1 de p, en fait. Donc en fait, c'est la dérivée de la fonction, mais dans la direction de la courbe, à la vitesse du paramètre. Évidemment, si vous changez, si vous déplacez si le paramètre vous emmène à chaque fois 2 fois plus loin, enfin, vous faites des pas de paramètres 2 fois plus grands, la vitesse sera 2 fois plus grande. La dérivée ici sera 2 fois plus grande, et donc tout ça est parfaitement conforme. C'est pour ça que c'est un espace vectoriel qui indique une direction, la direction dans laquelle la courbe se déplace, et une taille, alors pas une taille mesurée en mètres par seconde, une taille mesurée par unité de paramètre. Hein. Donc si le paramètre c'est le temps, c'est une vitesse qui se mesure en hertz. C'est comme ça. Et seulement quand vous mettez une métrique, alors vous pouvez avoir une vitesse en mètres par seconde, parce que vous pouvez intégrer la métrique, enfin, intégrer, pardon, la vitesse le long de la trajectoire, paramétrée par le temps, ou par n'importe quel paramètre, hein, et à ce moment-là, vous avez une grandeur physique. Voilà. Bref, à nouveau, c'est des rappels. Donc, qu'est-ce qu'on demande? Oui, donc de rappeler la définition d'une courbe autoparallèlement transportée. Par définition, si vous avez une connexion gamma, on dit qu'une courbe est autoparallèlement transportée si la dérivée dans la direction de V gamma, donc en chaque point, la dérivée covariante, la seule dérivée qu'on peut... la dérivée associée à ce transport parallèle, celle dont on a rappelé, enfin celle qui est liée à cette connexion, à la connexion dont ces facteurs gamma sont les coefficients, nabla V gamma, donc dérivée covariante dans la direction de V gamma de V gamma égale 0. C'est la définition d'une courbe autoparallèlement transportée. Il n'y avait rien d'autre à dire que ça, juste se souvenir que c'est ça la direction. Et donc, vous voyez qu'on trouve la notion de ligne droite, une des deux notions de ligne droite ordinaire, qui est qu'on dit qu'on se déplace en ligne droite lorsque notre vecteur tangent a une dérivée nulle à mesure qu'on avance. C'est-à-dire qu'il ne change pas, le vecteur tangent est toujours le même, on se déplace toujours parallèlement à soi-même, et donc la dérivée covariante dans la direction où on se déplace du vecteur tangent est nulle. C'est ça la définition. Donc ça donne, alors de là, on déduit donc l'équation dite géodésique. Alors si on a une métrique et qu'on dérive, et qu'on fait découler la connexion de la métrique, la fameuse connexion de Levi-Civita, alors cette même définition coïncide avec l'idée qu'on suit le chemin le plus court. Donc c'est les deux aspects d'une droite, c'est le chemin le plus court, enfin d'une géodésique, c'est le chemin le plus court si on a une métrique, mais en tout état de cause, c'est le chemin tel que la dérivée du vecteur vitesse dans la direction du vecteur vitesse est nulle. Donc de ça, on déduit, c'est ce qu'on nous demande après, en déduire voilà, les équations générales d'une telle courbe. Donc il suffit d'appliquer la définition et on trouve que, alors si on note gamma i, en fait, donc dans la carte x, dans une carte donnée, dans une carte x, alors pour nous ça sera la carte polaire, mais de manière générale, on demande de manière générale dans un espace dimension n, d'une variété dimension n, si on note gamma i x, ce qui est en fait donc de lambda au paramètre lambda, on arrive à un certain point, et on note comme ça, c'est une convention, mais si on note en fait comme ça le
x rond gamma de lambda et on prend la ième composante, ou si vous préférez le xi rond gamma, donc au paramètre lambda. Si on note comme ça, si on note ça gamma i, juste pour être plus rapide, mais normalement il faudrait mettre le x là, on parle dans la carte x, donc c'est x ici rond gamma, on projette ce point-là dans la carte x, polaire, identité, ce qu'on veut. Alors, l'équation géodésique s'écrit comme ça, il faut vraiment la connaître évidemment, plus gamma, il y a un i en haut, jk, donc là dans la carte x, les coefficients dans la même carte évidemment, et gamma.j, gamma.k, à nouveau dans la même carte. Donc on peut omettre les x si tout ça est sous-entendu. C'est vrai dans toutes les cartes, le seul truc c'est qu'il faut prendre évidemment les coordonnées, les dérivés des coordonnées première et seconde dans la même carte que la connexion qu'on utilise, bien évidemment. Donc voilà la réponse à la question 20. Alors 21, écrire les équations d'une courbe autoparallèlement transportée dans le cas particulier de la carte polaire du plan euclidien. Donc ça veut dire qu'on a, on a ici R2, on a ici euclidienne, et ce x, ça va être la carte polaire, donc on va utiliser ces coefficients-là. Bon, il suffit de remplacer, donc il n'y a pas de difficulté, évidemment. On a donc, on va écrire la première coordonnée pour i égale 0, enfin 0, 1 ou 1 ou 2, comme vous voulez. I égale 1, c'est-à-dire la coordonnée R. Donc on va avoir R de points plus, alors gamma R, en fait le seul gamma R qui n'est pas nul, c'est le gamma R θ θ. Et donc ici, θ point, θ point. Donc θ point carré, et puis là je vais mettre directement moins R, θ, d'accord, plus moins R, θ point, parce que J et K sont tous les deux égaux à 1, sinon les coefficients sont 0. Donc voilà ce qu'on obtient. R2 point moins R, θ point carré égale 0. Très bien. Première équation géodésique. La deuxième, pour I égale 2, donc cette fois ça va être θ de point. Alors, θ de point, il va y avoir deux termes ici non nuls. Ça va être le terme Rθ et le terme θR. Évidemment, c'est le même, c'est symétrique, puis c'est symétrique aussi ici. Donc, il va y avoir le terme R point, θ point. Et ça va être plus 2 fois le coefficient, 2 fois, parce que compte 2 fois, donc plus 2 sur R. Voilà. Donc voilà l'équation des géodésiques dans le plan euclidien, exprimée en coordonnées polaires. Bon, très bien. C'est ce que c'est, hein. Alors, vérifiez explicitement dans la carte polaire que ces équations sont vérifiées pour la courbe paramétrée gamma A de R plus étoile dans R2 définie par... Je vais me mettre là. Donc la courbe gamma A est définie par... Donc A appartient à R+, donc c'est un nombre positif. Et on dit que gamma A de lambda, donc c'est de R dans R2, bien sûr. Et donc gamma A, lambda donne gamma A de lambda égale, donc c'est un point donc c'est un doublet de nombre, et ce doublet de nombre en question, c'est lambda, A fois lambda, hein, d'accord? Ok, donc si on le représente dans la carte euclidienne, dans la carte identité, x, y, en mettant pour x le premier nombre et pour y le deuxième nombre, donc on va avoir, donc si A, je sais pas, on va avoir une droite comme ça, quoi. Voilà. Pour un certain A étant la pente de cette droite, tout simplement.
Ça passe par le point, en lambda égale 0, ça passe par le point ici, origine de cette carte. Et puis, ok. Donc A est la, bon, ok, A est la pointe. Et la pente. Très bien. Donc vérifier que c'est une géodésique, c'est-à-dire que c'est une courbe paramétrée comme ça. C'est bien c'est une droite, enfin c'est une courbe autoparallèlement transportée. Bon, bah, il suffit de voir. Alors, traduisons ça en polaire. Donc, on a x égale lambda et y égale a lambda dans la carte identité. Et on sait passer de la carte identité à la carte polaire. On va avoir r qui vaut donc racine de ça au carré plus ça au carré. Donc racine de 1 plus A2 lambda. Très bien. Et puis, on va avoir θ qui vaut, eh bien, θ qui vaut... alors, oui, alors il faut distinguer... Alors, oui, dans cette carte-là, il va manquer ce point-là, hein, vous vous rappelez? Puisque la carte ne couvre pas ce point-là, en fait, elle ne couvre pas toute cette demi-droite-là. Bon, très bien. Donc, R est toujours positif. Donc, disons, cette partie-là va être représentée par θ égale, donc, si on fait y sur x, ça fait A, ça fait tangente θ. Donc, θ égale arc tangente de A, en fait. C'est-à-dire A égale tangente θ, enfin, c'est la pente de la droite. Donc, évidemment. Et si on veut l'autre partie de la droite, évidemment, alors R restera positif et en ce moment-là, on met moins ici. D'accord. Bon, A est positif. Bon, bref, il faut vérifier que ça vérifie ces équations-là. Donc, la dérivée seconde ici, c'est par rapport à lambda, bien sûr, hein, c'est la dérivée par rapport aux paramètres de la courbe. Hein. Donc, dériver une fois, ça fait racine de 1 plus A2. Dériver deux fois, ça fait 0. Donc ça fait 0. Et... ah oui, θ est constant. Dérivé par rapport à lambda, ça fait 0. Donc θ point égale 0. Donc on a bien 0 moins 0 égale 0. Tout va bien. Et puis ici, pareil, donc θ est constant. Donc pouf, pouf, 0 égale 0. Ok, ça, c'est bien une droite autoparallèlement transportée. Faites attention quand même. Si on définissait les choses comme ça, intéressant. Ah, j'aurais dû poser cette question. Si on définit cette courbe-là, ça désigne la même trajectoire dans la carte et dans la réalité aussi. Dans la variété de départ, dans le R2 de départ, les doublés de nombres qui sont atteints enfin, ces doublés de nombres et ces doublés de nombres, alors ce ne sont pas les mêmes pour le même paramètre lambda, mais la courbe passe par les mêmes points, toujours dans la même direction, il n'y a pas de retour en arrière, c'est juste que là, on va de plus en plus vite, hein, puisque plus lambda est grand, plus quand on ajoute une unité à lambda, on se retrouve beaucoup plus loin. Bon, très bien, donc on accélère le long de la courbe, le long de la droite. Et justement parce qu'on accélère, en fait, ce n'est pas autoparallèlement transporté. Comme vous le voyez ici, si maintenant je calcule donc du coup on a ça, ok, on a toujours ça, ça ne change pas, donc ça c'est toujours bien respecté, parce que θ point égale 0, θ de point a fortiori, mais là on va avoir R, donc on a ça qui vaut 0, mais on a R de point qui vaut 2 racine de 1 plus A2, très bien, donc vous voyez qu'on a une accélération dans R, on le sent bien, c'est exactement ça, c'est la dérivée seconde, si lambda c'est le temps, ça accélère. Bon, si lambda c'est un autre paramètre, peu importe, mais donc vous voyez que, et à ce moment-là, c'est pas égal à 0. Et donc ce n'est pas une courbe autoparallèlement transportée. Bien que la trajectoire elle-même dans l'espace soit la même trajectoire après coup. Oui, mais elle n'est pas empruntée à la même vitesse de paramètres. Et ce que vous voyez, c'est qu'effectivement, dès lors que vous avez un paramètre ici qui est une fonction, enfin qui a une dérivée seconde non nulle, tout simplement, ici, eh bien, c'est plus autoparallèlement transporté. Hein. Donc, faites attention. Alors, il n'en reste pas moins qu'on aurait voilà,
qui est proportionnel, donc il y a une certaine fonction, enfin, je sais pas, k fois v gamma, avec k qui va dépendre de lambda. Donc c'est quand même, alors des fois on utilise un autre terme pour dire que elle est parallèlement transportée, mais pas auto-parallèlement transportée. Bon, bref. Mais ce que vous voyez, c'est que si vous avez quelque chose comme ça, vous pouvez toujours redéfinir le paramètre pour que ce soit vraiment auto-parallèlement transporté au sens ordinaire, au sens avec le 0 là, en choisissant un bon paramètre. Et alors, d'où l'appellation paramètre affine, dont j'ai parlé, mais peut-être un peu brièvement. Vous voyez que si vous faites un changement affine de paramètre, donc vous avez cette courbe auto-parallèlement transportée, celle-ci ou une autre, et que vous changez lambda en lambda prime, qui va valoir, je ne sais pas, alpha lambda plus bêta, quel que soit alpha et bêta. Et bien là, vous voyez que ça ne va pas vous changer. En fait, la courbe va rester autoparallèlement transportée. C'est quelque chose qu'on vous... Enfin, ok. Oui, et donc si vous faites une transformation affine, ça garde le caractère géodésique. En fait, ça reste une géodésique. D'où l'idée de paramètre affine. On parle de paramètre affine quand on parle d'un paramètre qui fait de la courbe une géodésique, en tout cas qui conserve à la courbe son caractère géodésique. Si c'en est pas une, c'en est pas une, mais voilà. Alors ça intervient quand on regarde les lignes d'univers d'une particule massive. Une particule libre, on avait vu ça, si vous avez une particule libre dans l'univers, elle suit une géodésique, d'accord, hein, alors la géodésique de l'espace-temps avec la géométrie qui est la sienne, avec la métrique solution des équations d'Einstein. Donc vous avez la particule qui suit une géodésique si elle est paramétrée par son temps propre, puisqu'en fait, du coup, la longueur parcourue le long de la courbe, c'est précisément son temps propre, ou moins son temps propre si on prend avec notre convention de signature. Par contre, pour un photon, ou une particule de masse nulle, de manière générale, en fait, vous ne pouvez pas paramétrer par le temps propre, parce que n'y a pas de temps propre, enfin, le d taux égale 0, puisque d'accord, la direction du... Enfin, le vecteur vitesse est un vecteur de genre-lumière, voilà, c'est-à-dire dont le produit scalaire avec lui-même, le g de v et v égale 0, bien que le vecteur ne soit pas nul, bien sûr. Il y a un déplacement dans l'espace-temps, mais dans une direction de genre-lumière, et donc vous ne pouvez pas paramétrer par le temps propre. Il n'y a pas de temps propre, ou oui, il ne s'écoule pas, ce qui veut pas dire, enfin, il n'y a pas de temps propre. Mais néanmoins, donc, vous pouvez paramétrer cette trajectoire par un paramètre dit affine, qui confère à cette géodésique la même équation géodésique qu'on vient d'effacer, enfin le gamma 2 points plus gamma, gamma i, jk, gamma point j, gamma point k, qui conserve donc cette même forme avec un paramètre qu'on appelle affine. Et si vous prenez un autre paramètre affine, c'est-à-dire en faisant une transformation affine du paramètre, ça ne va pas changer cette équation, parce que vous voyez que bon, le bêta ne change rien quand on prend des dérivées premières, ou secondes, évidemment, il dégage à la première dérivée, donc ça compte pour du beurre. Et puis le alpha, vous allez avoir alpha plus grand là, et puis la dérivée seconde, alpha plus grand, donc il y a du alpha carré, et donc vous voyez que le changement de paramètre affine ne change pas l'équation. Donc voilà, on peut paramétrer quand même les géodésiques de genre lumière par un paramètre dit affine qui confère à la géodésique en question la même équation que pour une particule massive, paramétrée par son temps propre ou une variation affine de son temps propre. Soit dit en passant une dernière fois, si votre paramètre, par exemple, c'est le temps propre, une particule massive, vous voyez bien que faire ce changement-là, ça revient à changer l'instant 0 du chronomètre. Bah oui, évidemment, si on change le 0 du chronomètre, ça ne va pas changer la nature de la trajectoire. Enfin, oui, c'est la même réalité physique, donc voilà. Et ça revient juste à changer l'unité de temps.
C'est-à-dire, si au lieu de compter en secondes, vous comptez en minutes, bon, bah, il y a un facteur 60, ok. Donc, ça correspond bien au fait que ça ne pouvait pas être autrement. Évidemment qu'une transformation affine sur le paramètre le long de la courbe, qu'il soit le temps propre ou quoi que ce soit, évidemment que ça ne change rien au caractère géodésique de la ligne d'univers. Bon, je referme cette longue parenthèse et j'en viens à la question suivante. Il faut vraiment que j'accélère. Excusez-moi, j'espère que ce n'est pas inutile ces rappels malgré tout, mais peut-être différemment pour les uns et les autres. À nouveau, passer en vitesse x2, c'est quand même meilleur. Si je pouvais le faire, je le ferais aussi. Mais alors, même question pour la courbe gamma verte. Ok, donc maintenant, même question. Ouf, ça va, j'ai pas effacé les équations. Donc maintenant, on prend une courbe qu'on appelle gamma verte de x0. Donc toujours représentée dans la carte identité. On a cette courbe-là paramétrée. Donc gamma verte comme verticale de lambda égale x0 lambda. Et donc, on se déplace le long de cette courbe à une vitesse de paramètre, je dirais, linéaire, enfin le y dans la carte identité. Oui, le y dans la carte identité ou le y dans le doublet de points, c'est directement lambda. Eh bien, on vérifie de même que donc R, alors que vaut R? R, c'est racine de x0 carré plus lambda 2. Ok, donc attention, là, on a, alors oui, c'est un petit peu moins immédiat. Donc, alors c'est, ok. Donc R point, donc dérivé par rapport à lambda, ça fait lambda sur R. Lambda sur cette racine-là, ok, parce que le 2 et le 1 sur 2, et le 1,5 de la racine, très bien, ça fait ça. Et puis on a θ, alors θ qui vaut, donc θ c'est l'arc tangente, donc θ c'est l'arc tangente de y sur x0, donc de lambda sur x0. Alors la dérivée d'arc tangente, ça fait 1 sur... la dérivée d'arc tangente, c'est 1 sur 1 plus x2, donc ça va faire 1 sur 1 plus lambda sur x0 carré, et donc 1 sur x0, c'est ça? Vous voyez à mon hésitation que je ne suis pas le pro des dérivés des fonctions trigonométriques, mais je pense que ça doit être ça quand même. Donc ça serait θ point. Oh là, et θ de point. Alors, vous savez quoi? On va dire que... Est-ce que j'ai ça quelque part? En tout cas, ça marche. Ça marche et ça me fatigue. Et j'ai pas le temps. Comment on fait ça? Bon, ok. Donc, θ point, ce serait ça. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire réintervenir le x et le y là-dedans? Lambda. Attendez. Donc lambda sur x0, c'est tangente. Lambda sur x0, c'est tangente θ. Donc on a 1 sur x0 facteur de 1 plus tangente carré θ. Et 1 plus tangente carré θ, c'est cos carré θ. Sur x0. Et cos carré, j'essaie de voir s'il n'y a pas moyen de faire sortir que ça, cos carré θ, parce que cos θ, c'est x0 sur R.
Donc ici, on aurait x0 carré, pardon, x0 carré sur R2 x0, donc on aura x0 sur R2. Et du coup, si on redérive ça une deuxième fois, si c'est vraiment ça, θ point, le θ de point, il va être donc moins 2x0 sur R cube fois R point. Ce serait ça. Bon, j'essaye. Si ça ne marche pas du premier coup, on arrête. La réponse est que c'est une bonne géodésique, mais juste pour voir. θ de point, donc si j'ai ça, plus 2 sur R, R point, θ point, et le θ point, on a dit que c'était x0 sur R2. Hein, puisque c'est ça au carré sur x0. Ah, mais ça marche! Ça marche! Ça marche! Incroyable! Incroyable! Ça, c'est ça. Ça marche. Bon, eh ben, c'est un miracle. C'est un miracle. Enfin, bon, ça marche. Ok. Non, le miracle, c'est pas que ça marche, c'est que je me sois apparemment pas trompé. Bon, ou alors j'ai fait 2 erreurs qui se compensent. Ok, donc c'est une géodésique. Magnifique. On munit à présent le plan euclidien de la métrique euclidienne. Donc maintenant, on met une métrique. Seulement maintenant, on met une métrique dont les composantes dans la base identité sont delta et j. Donc c'est exactement ce que je vous disais avant. Donc maintenant, on a la métrique euclidienne. 1, 0, 0, 1, delta et j. Calculer explicitement les fonctions coefficients de la connexion de Levi-Civita associée à cette métrique dans la carte polaire. Alors, calculer explicitement, ça veut dire, donc de là on déduit la connexion de Levi-Civita, qui correspond à, qui a donc certains, enfin, Levi-Civita de la métrique euclidienne, d'accord, qui a des coefficients gamma ijk, qui a des coefficients gamma ijk qui sont définis à partir de la métrique comme, alors je ne me souviens plus par cœur de la formule, il y a un GIL des ronds. Donc c'est des dérivées premières de la métrique, ça c'est bien de s'en souvenir. Donc il y a un I en haut là, donc je mets un L là. Il doit y avoir un DJ de GKL. Alors après c'est symétrique ici, donc plus DK de GIL. Est-ce que je vais m'en souvenir? Décidément, il y a plusieurs miracles en même temps là. Et donc ensuite il y a un moins D de GJK, et donc ça doit être le L pour... Eh bien écoutez, je crois que c'est ça. Je crois que c'est ça. Oui, c'est ça. Non, ben c'est ça. Ça a les symétries qu'il faut. Ça me paraît bien. Ben, on va le voir tout de suite si c'est bien. C'est pareil comme pour le coup d'avant. Si c'est pas bien, vous regarderez vous-même et vous le ferez. On essaye juste de la faire. Donc on veut retrouver ces coefficients-là, sachant que la métrique c'est ça. Alors évidemment, ça va être... Alors si ça c'est la métrique euclidienne, la métrique inverse c'est la même. Et donc, si on passe... Ah oui, oui, oui. Non, non. Donc ça, oui, oui, pardon. Ça, je vais trop vite. On ne nous demande pas la métrique dans la... Ah si, non. Ah oui, oui. Il faut d'abord... Oui. Donc là, évidemment, là, on retrouve que dans la carte euclidienne,
Oui, toutes les dérivées sont nulles, donc les coefficients gamma sont nuls dans la carte euclidienne. Merci, on le savait. Mais très bien, on le retrouve, tout va bien. Donc ce qu'on veut faire maintenant, c'est calculer la métrique. Donc ça, c'est la métrique euclidienne, mais dans la carte identité. Je ne sais pas comment le mettre là. Ou peut-être l'inverse, la métrique euclidienne dans la carte identité. Mais on va déjà, on veut écrire maintenant la métrique euclidienne dans la carte polaire. Et là, c'est quoi? Alors, je crois qu'on sait ce qu'on va trouver. Hein. Je pense que tout le monde sait ce qu'on va trouver. On va trouver un R00, je pense. Mais on va le calculer. Je mets un point d'interrogation ici. On va calculer... Comment on va calculer ça? Ben, simplement, alors ça, c'est intéressant, on va le calculer en appliquant un changement de carte à un tenseur, puisque la métrique est un tenseur, de rang 0,2. Donc j'ai GIJ, bon, je vais le mettre en haut, polaire. Enfin, de manière générale, je vais avoir GIJ dans la carte Y qui vaut donc vous vous rappelez, j'ai deux indices en bas, donc j'ai le Y en bas deux fois, dx sur dy, dx sur dy, donc IJ, et puis je vais avoir la carte dans l'ancienne, enfin la métrique dans l'ancienne carte, donc x en, enfin A, B, enfin comme on a fait tout à l'heure, voilà, AB, bon, voilà. Pas la peine de commenter plus, on a ça, et donc ça, alors maintenant on va se mettre donc dans la carte polaire. Qu'est-ce que ça vaut dans la carte polaire? Eh bien, je vais avoir G polaire de RR qui vaut, donc pour I égale J égale 1, la première coordonnée. Donc je vais avoir dx sur dr. Alors je prends A et B qui... ouais, vous allez voir, c'est... Alors, il y a des zéros partout, donc ça va être simple, mais je le fais en toutes lettres avec la double somme ici. Donc ici, il y a une double somme sur A et sur B. Donc A peut valoir 1 ou 2, c'est-à-dire X ou Y, et B peut valoir 1 ou 2, c'est-à-dire X ou Y. Donc, j'ai ici... Alors d'abord, pour le X, dx sur dr fois dx sur dr, gx 1, 1, plus, maintenant je fais le 1, 2, plus dx sur dr, parce que je suis en RR ici, fois dy sur dr, gx 1, 2, enfin peut-être je devrais le noter xx, et puis là xy, comme ça c'est simple, hein, on voit comment ça s'apparie, plus, alors plus 2 fois ça, parce que c'est symétrique, plus dy sur dr, dy sur dr, g, r, pardon, j'ai mis x, je voulais dire identité ici, dans la carte identité, g, y. D'accord? J'ai appliqué ça dans le cas où i égale r et j égale r, enfin égale 1 si vous voulez, la première coordonnée. Et donc, bon, j'ai ça qui vaut 0, j'ai ça qui vaut 1, j'ai ça qui vaut 1, donc dx sur dr, c'est évidemment x c'est r cos θ, donc ça c'est cos θ, donc j'ai cos θ au carré, plus, ici j'ai sin θ au carré, donc j'ai 1, donc j'ai RR, ça fait 1, gagné, le premier. Le deuxième, G pôle Rθ, donc I égale 1 et J égale 2 si vous voulez. Donc, dx sur dr, dx sur dθ, plus, donc fois ça, plus dx sur dr fois dy sur dθ. Comme ça ne change pas, hein, c'est le IJ. Donc là, c'est Rθ. Ici, les deux là sont toujours Rθ.
Et puis en haut, ça ne change pas non plus, parce que c'est toujours les mêmes sommes. Donc vous voyez, c'est très simple à faire. En fait, un salaire compliqué comme ça, mais en pratique. Donc, à nouveau, de toute façon, le GXY, il vaut 0 tout le temps. Donc il n'y aura rien de. Enfin, ce ne sera pas compliqué. Donc il n'y a toujours que deux termes. Donc, vous voyez pourquoi c'est simple. Donc dx sur dr, on a dit que ça faisait cos θ. Et puis dx sur dθ, ça fait moins r sin θ, puisque c'est r cos θ, le truc, donc fois ça. Et puis là, à nouveau, on l'a déjà calculé plus haut, hein, mais voilà, je le refais, plus r cos θ. Et évidemment, ça plus ça fait 0. On a gagné celui-là, on a gagné celui-là aussi, enfin plus exactement, on avait gagné celui-là, on a gagné celui-là aussi puisque c'est symétrique. Et il reste le dernier, g pôle θ θ, ça c'est ok. Je peux le mettre, mais de toute façon, ce sera 0. Alors, dx sur... Donc, ok. Donc, ça fait... R2 sin carré θ. Et R2 cos θ. Et donc, c'est R2. Et... Ah, mais oui, c'est R2. Ah ben oui, c'est R2. Ah oui, parce que c'est... Oui, parce que ça donne la norme au carré. GIJ, VI, VJ, ça donne la norme au carré. Oui, donc vous voyez, je m'étais trompé là-dessus. Donc c'est R carré, évidemment. Ça donne R carré. Donc 1, 0, 0, R carré. Okay, donc voilà, heureusement qu'on l'a fait. On a donc c'est la même métrique, on est d'accord, la même métrique dans une nouvelle carte. Et donc là maintenant, elle n'est plus indépendante du point. Et donc, les dérivés ne vont pas être nuls. Et voilà pourquoi il va apparaître des coefficients de Christoffel. Ok, alors on termine. Il faut vraiment que je m'arrête. Gamma IJK. Ok, donc j'espère que je ne me suis pas trompé là. Donc on calcule, on a tout. Bon, on va calculer celui-là, on va vérifier qu'il y en a, je ne sais pas, que celui-là est nul par exemple. Donc gamma R IJ ici, donc si je prends, donc je vais faire gamma R R θ, gamma R R θ, donc c'est censé être 1 demi de G. Alors déjà, ça c'est diagonal, donc si L n'est pas I, on est mort, donc ça va être très rapide. Donc on va faire GRR, dr de G, K c'est θ, L c'est R, plus la même chose, bon ça va faire 2 fois, donc D, on va le prendre proprement, oui c'est pas, bon, c'est symétrique là, donc D, ah non, ah oui, non, ok, d'accord, ah oui, non mais c'est, ah, oh, ok, donc ça c'est 0 de toute façon, bon, écrivons-le, cherchons pas, D, θ, IL, donc RR, GRR, ok, ça va faire 0 aussi, moins, donc ça c'est 0 parce que Gθr c'est 0. GRR c'est R2, ça ne dépend pas de θ, donc c'est 0, et là on va avoir un G, ici on a la dérivée de GRθ, mais GRθ c'est 0, donc c'est 0. Donc ça c'est bien égal à 0, on est content. De la même façon, celui-là évidemment va être égal à 0. Calculons celui-là. Alors donc c'est gamma R θ, gamma R θ. Donc si ça se trouve, je ne me suis pas trompé sur la formule. Donc 1 demi de... Ah, pardon, il faudrait ajouter. Donc là j'ai fait pour R égale R. Ah oui, mais si... pour L égale R, mais si L égale θ, donc ce truc-là, avec R ici, il ne peut pas y avoir θ là. Enfin, il peut, mais ça fait 0. Donc c'est bien ça. Alors maintenant, si je fais gamma R θ, on pourrait essayer de choper celui-là. On a 1 demi, donc c'est pareil, il n'y a que pour
L égale R que ça va fonctionner. Donc 1 demi de GRR, en l'occurrence GRR ça fait 1, mais bon, très bien, je le note comme ça. DR, qu'est-ce qui change ici? C'est que le premier, donc c'est J qui est devenu θ, donc ici c'est d rond θ, oui, mais enfin d'un truc qui de toute façon... Ah non, pardon, là c'est θ, ok. Ah, non. R, θ. Donc là c'est KL, K c'est le deuxième ici, c'est θ, et L c'est celui d'en haut, donc oui, donc c'est θr, donc ça fait 0, plus d rond K θ, G I, IL et L c'est R. Donc là, c'est bien du... Ah oui, mais c'est du D sur dθ, donc ça fait 0. Et il reste... Ah, déjà, il y a un signe qui apparaît, c'est déjà une bonne chose. Moins D rond, le L, c'est R, moins D sur D rond R, ça c'est bien, de GIK, c'est-à-dire de Gθθ, c'est-à-dire R2, yes, yes, et donc ça fait évidemment moins 2R, fois 1,5 fois 1, ça fait moins R, on a gagné. Voilà, bon, on a fait celui-là, faites les autres, vous voyez, c'est... Bon, c'est bien de le faire une fois, faites-le vraiment, pour comprendre aussi comment jouer avec ces indices, parce que là on voit des indices partout et on ne sait pas trop ce que c'est, mais on est dans un espace à 2 dimensions, c'est vraiment facile. I, J, K, ça a l'air d'être 3 indices, mais chacun ne peut prendre que 2 valeurs, R ou θ, enfin c'est 1 ou 2, comme vous voulez, mais R ou θ. Donc finalement ça se fait très vite. Vous avez une matrice diagonale, donc déjà tous les termes où c'est pas le même ici, ils dégagent avant même de commencer. Et puis en plus, voilà, ça ne dépend pas de θ. Oui, vous vous rappelez, c'est une coordonnée cyclique. Vous avez donc un champ de Killing qui est d sur dθ, hein, normal, parce qu'effectivement, le générateur des rotations, enfin il y a une invariance par rotation le long de θ. Donc la variable θ est une variable, enfin le champ de vecteur d sur dθ est un champ de Killing. De même qu'en euclidien, le champ de vecteur d sur dx et d sur dy sont des champs de Killing, c'est-à-dire que vous avez invariance par translation suivant x, suivant y, et invariance par rotation suivant θ. Et donc, vous avez trois champs de Killing, champ de vecteur de Killing, et comme vous vous en souvenez à la suite du dernier cours, le nombre maximal de champs de Killing indépendants dans une variété différentielle, c'est n facteur de n plus 1 sur 2, et donc pour n égale 3, eh bien ça fait 3 fois 4 sur 2, ça fait... Ah non, pour n égale 3, oui, ça fait 6, très bien. Mais pour n égale 2 dans le plan, ça fait tout simplement 3. Et les voilà, les 3 champs de Killing. Celui-là, celui-là et celui-là. Voilà. Donc on retrouve les symétries. Je le dis en passant comme ça. Why not? Voilà. Donc on retrouve la métrique. Enfin, on voit que la métrique de Levi-Civita, définie comme ça, calculée à partir de... Pardon. La connexion de Levi-Civita, les coefficients de la connexion de Levi-Civita calculés à partir de la métrique euclidienne donnent bien la connexion euclidienne avec les coefficients de la connexion euclidienne. C'est pas une surprise si on a l'intuition géométrique ordinaire, et on l'a tous, hein, cette intuition géométrique euclidienne, mais ça fait plaisir de le retrouver. Donc je vais m'arrêter là, parce que j'ai été beaucoup plus long que je ne l'espérais. J'espère pouvoir tourner très prochainement la suite de la correction. Donc il y a un exercice sur la sphère ronde, un exercice sur le principe d'équivalence, qui est très très rapide, et un exercice sur la torsion d'une connexion, qui est également très très rapide. Peut-être je ferai un peu moins de commentaires, mais je pense que ces commentaires correspondent à ce qui était attendu par les étudiants qui m'ont demandé de corriger ces exercices pour que les choses rentrent bien, proprement. Encore une fois, passez les vidéos à vitesse x2. Je pense que c'est suffisant pour suivre ce qui se passe.
quitte à revenir en arrière s'il y a un truc pas très clair. Et puis, donc, à bientôt dans la prochaine vidéo pour la suite de la correction.